beaucoup de gens ne le savent pas. Mais beaucoup de pays africains, parmi lesquels le Cameroun, ont des mesures incitatives incroyables. Au Cameroun, on peut venir faire du business, ne pas payer de douane, ne pas payer d'impôts, ne pas payer... Au Cameroun, pendant 5 ans, pendant 10 ans, et je connais des gens qui en ont bénéficié. On a des obstacles internes et externes. Internes, ce sont les obstacles liés à l'Afrique même. Et externes, ce sont les obstacles liés... les gens qui ont des positions contraires en France critiquent fortement. Quand j'ai fait une vidéo sur le wokisme, j'ai fait des vidéos sur le wokisme en France, on m'a rien dit. Quand j'ai fait sur le Canada, on m'a dit attention Philippe, tu veux venir au Canada et tu es en train de parler du wokisme. Est-ce que ça vous a dérangé? Non, pas si. Bon, très intéressant. Oui. Comme vous me posez la question, oui. Pour l'événement que j'ai fait ici demain, oui. Tenez-vous tranquille, on a été appelé par la salle pour nous dire qu'ils ont reçu des signalements leur demandant d'annuler notre événement. Quand je parlais tout à l'heure des médias, je parlais bien évidemment de diaspora. C'est une bonne initiative, il faut persévérer, il faut travailler. Ce que vous faites là est très important. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Flamme Entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et surtout le privilège de recevoir un entrepreneur visionnaire, un fervent défenseur du retour et de l'investissement en Afrique. Il prône vraiment une connexion avec l'Afrique et il invite les afro-descendants et surtout tout entrepreneur issu de l'Afrique de retourner en Afrique pour pouvoir investir et bien sûr contribuer à l'essor de ce continent. Alors nous recevons aujourd'hui Monsieur Philippe Simo en tournée nord-américaine après son succès à Paris au Palais des Congrès avec son initiative Back to Africa. Bonjour Monsieur Simo et bienvenue à notre émission. Comment ça va? Très bien, vous? Ça va très très bien. Première fois au Canada? Non. Deuxième fois? Deuxième ou troisième? Deuxième ou troisième? Troisième, je crois. Mais première fois avec cette belle initiative. Oui, avec l'initiative, oui. Mais c'est Back to Africa. Formation, oui. Votre première, en tout cas la première grande... Cet emblème-là, oui. En fait, j'ai eu une première formation. Oui. La dernière fois, mais c'était pas du Back to Africa. Ok. Et ça avait été? Très bien. Très très bien. Ouais. Alors, comment vous aimez le Canada? Oh, c'est un pays... Il fait très froid ici. Oh, ok. Le fameux froid. Le fameux froid. Oui. C'est un pays qui est très loin de l'Afrique. Très loin pour certains. Oui, il faut 2 vols. La Chine est plus loin. Oui. Mais vous étiez en Chine, ça fait quelques temps. Moi, je vais en Chine pour le travail. Bon. Je n'imagine pas immigrer en Chine. Mais là, vous êtes aujourd'hui là pour le travail aussi. Aussi. Ok. Mais non, sinon les Canadiens sont très sympas. Merci. À la différence de la Chine, il y a une très forte diaspora africaine ici. Enfin, il y a des diasporas africaines en Chine d'ailleurs. Ouais. Pas vrai de dire ça. Mais oui, non. Et puis j'ai beaucoup d'amis qui sont au Canada. Beaucoup d'amis. Des anciens camarades, du Cameroun, de la France. Donc le Canada, c'est un pays qui attire beaucoup de monde. Alors on sait que vous avez lâché tout pour retourner en Afrique. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, en 2 mots, il faut savoir quoi de Monsieur Philippe Simo? Que je suis un jeune entrepreneur passionné d'Afrique, qui croit que c'est maintenant qu'il faut retourner en Afrique pour bâtir le continent et que ceux qui ne le feront pas maintenant n'auront que leurs yeux pour pleurer demain. Alors, Back to Africa, on entend parler partout. Ça fait juste quelques temps que c'est sorti, mais on dirait que c'est devenu la coqueluche de tout le monde. C'est quoi cette vision? Pourquoi cette vision? Dans la lignée de ce que je viens de dire, Back to Africa, c'est une initiative qui a pour but de donner à la diaspora les outils pour qu'elle puisse réussir son retour au pays pour investir. On sait tous que la diaspora veut investir au pays, c'est un secret de polichinelle, mais bien souvent elle est porteuse de beaucoup d'histoires rocambolesques, d'arnaques, de pertes d'argent, qui bien souvent sont dues à des erreurs évitables. Les erreurs évitables. Oui. Et donc l'idée pour nous, c'est de contribuer à changer le narratif africain au travers des réussites entrepreneuriales qu'il y a sur place, parce qu'il faut montrer aux gens que ça marche pour qu'ils aient envie
de venir et pour donner les clés, les outils à ceux qui veulent se lancer, de savoir comment le faire en limitant la casse. L'Afrique est un continent très rentable, mais qui peut être périlleux quand on ne sait pas comment s'y prendre. Une question à laquelle vous répondez par oui, par non, et on continue. Avez-vous réussi? Alors, c'est une question à laquelle... Oui ou non? Non, j'ai le choix de ma réponse. J'ai le choix de ma réponse. Ok. Non, c'est une question... pour moi, la réussite est un processus, ce n'est pas un lieu. Ok, parfait. C'est le voyage qui est intéressant. Ouais, merci. Votre initiative, Back to Africa, à qui ça s'adresse exactement? Parce que tout le monde en parle, mais on dirait que le message concerne certaines personnes particulièrement et fondamentalement. Oui, pour moi, le Back to Africa, c'est une initiative qui est à l'attention de la diaspora africaine qui veut contribuer au développement du continent africain. Juste la diaspora? Oui, bien sûr. Ok. C'est une initiative de la diaspora. Et des investisseurs qui ne sont pas de la diaspora, ils peuvent... Ils ne sont pas la cible première. Ils peuvent se greffer, mais ils ne sont pas la cible première. Parfait. Et aujourd'hui, on sait que vous avez, je pense que c'était en septembre, que vous avez fait une salle pleine à Paris. Oui, le 29 et 30 septembre. Le 29 et 30 septembre. À votre avis, aujourd'hui, comment vous sentez l'engouement? Est-ce que l'engouement, c'est ceux qui semblent s'engager? Est-ce qu'ils concrétisent? Est-ce qu'ils passent à l'action? Alors nous, on a créé un incubateur maintenant qui accompagne chaque année des centaines de personnes qui étaient à l'événement. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les gens viennent dans l'événement en ayant... Ils ont plein d'idées pendant l'événement, ils sont motivés pour se lancer, mais si on les laisse comme ça, ils vont rentrer dans la nature et rien ne va sortir de là. On a donc créé un incubateur qui accompagne les gens qui viennent à Back to Africa et qui souhaitent lancer un projet dans l'année à pouvoir travailler avec nous. L'année dernière, on a accompagné 400 personnes. Dans les 400 personnes, on a lancé un peu plus de 150 projets. Qui sont retournés en Afrique? Qui lancent des projets en Afrique. Certains retournent, d'autres les pilotent à distance. Et qu'est-ce que vous offrez exactement pour ceux qui... Formation, accompagnement technique, accompagnement sur place et désormais aussi recherche de financement. Sur place? Là non, par contre l'argent va le chercher partout. Il faut le chercher partout pour retourner en Afrique. Mais aujourd'hui, est-ce que vous prenez vraiment le retour en Afrique? Est-ce que pour les étudiants, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous leur dites retourner en Afrique aussi, Back to Africa, malgré le fait que vous êtes encore en train de... Non, un étudiant, ça n'a pas de sens. Il est venu pour avoir un diplôme, avoir une formation. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était pour les gens de la diaspora qui étaient désireux, qui étaient prêts à rentrer. Un étudiant, pour moi, n'est pas prêt. Il faut être sérieux. Tes parents se sont mobilisés, ta famille s'est mobilisée pour te payer des études. Va faire tes études. Finis tes études. Si nécessaire, obtiens une première expérience. Crée-toi une épargne. Et ensuite, maintenant, viens te frotter au monde entrepreneurial. Se frotter au monde entrepreneurial. Pour vous, vous définirez l'entrepreneuriat comme quoi? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est un bien grand mot. Mais pour faire simple... Selon Philippe Simon? Selon Philippe Simon, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est payé en contrepartie d'un problème qu'il résout. Si vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas un entrepreneur. Donc, un entrepreneur doit toujours charger? Sinon, vous êtes une association. Quels sont, selon vous, les obstacles majeurs de l'investissement en Afrique pour les plus entrepreneurs? Il y en a plusieurs. On aimerait connaître quelques-uns. Parce que Back to Africa a sûrement quelques obstacles. Forcément, bien sûr. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. C'est simple. Découvrez Afrique Remie. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Parce que nous sommes entièrement réglementés par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store. On a des obstacles internes et externes.
Internes, ce sont les obstacles liés à l'Afrique même. Et externes, ce sont les obstacles liés à l'entrepreneur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux d'obstacles quand on parle du public qui nous concerne. Nos pays, bien évidemment, ne sont pas les plus attractifs en termes d'investissement. Les indicateurs de doing business ne sont pas très bons dans nos pays parce que la justice est souvent corrompue, parce que les infrastructures ne sont pas présentes, ainsi de suite. Et tout ceci, bien évidemment, ne favorise pas le climat des affaires. Okay. Si je viens faire du business dans un pays africain et que j'ai un litige avec un opérateur économique, je veux savoir que le tribunal va donner raison à celui qui a raison et pas à celui qui connaît le fils du ministre, et ainsi de suite. Donc il y a ce genre de choses qui sont encore... Est-ce que vous êtes assez organisé? Est-ce que vous avez des bons partenaires pour éviter tout ce genre de choses? Alors, bien évidemment, chacun tisse son réseau petit à petit, mais il n'est pas normal que ce soit qu'on ait besoin d'un réseau pour s'en sortir. Parce que tant qu'on a besoin d'un réseau, ça veut dire que le système ne fonctionne pas. Je veux croire qu'au Canada, s'il y a un problème avec quelqu'un à la justice, on n'a pas besoin d'avoir un réseau. Non. Il y a juste un juge, des avocats qui vont faire leur travail. Et donc, cet état de fait est problématique pour nos pays, qui dans le même temps font énormément d'efforts pour attirer fiscalement des investisseurs, en leur disant vous ne payez pas de douane, vous ne payez pas de TVA. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais beaucoup de pays africains, parmi lesquels le Cameroun, ont des mesures incitatives incroyables. Au Cameroun, on peut venir faire du business, ne pas payer de douane, ne pas payer d'impôts, ne pas payer... Au Cameroun au Cameroun, pendant 5 ans, pendant 10 ans, et je connais des gens qui en ont bénéficié sans payer un centime. Et c'est toujours en cours aujourd'hui? Bien sûr, c'est toujours en cours. Le problème du Cameroun, comme beaucoup de pays africains, et ça c'est vraiment le deuxième obstacle, c'est que ce sont des pays qui bénéficient, qui jouissent d'une très mauvaise réputation. Et donc, à partir du moment où ces pays-là jouissent d'une très mauvaise réputation, moi je discute avec le directeur général des impôts du Cameroun et avec la direction générale des impôts au Cameroun, et on a des gens qui viennent au Cameroun, et parce qu'ils sont déjà convaincus que c'est un système pourri, ne vont pas aux impôts, vont croire à leur frère au quartier qui leur dit « Toi, mais tu connais de ce pays, si tu vas là-bas, on va te demander de l'argent. » Donc, cette réputation à laquelle nous adhérons fait que si tu viens ici au Canada et que tu veux lancer un business, tu vas aller au ministère. Et quand les gens viennent au pays, ils ne vont pas à la source. Parce qu'ils partent déjà du principe que ça ne sert à rien. C'est corrompu, on va me demander de l'argent. Donc autant me donner même cet argent-là à mon petit cousin pour qu'il aille essayer de réparer la situation. Et de fait, c'est ton petit cousin qui va détourner l'argent parce qu'il ne va même probablement pas arriver là où tu pensais que ça devait arriver. Donc il y a cette mauvaise réputation-là qui fait que les entrepreneurs, quand ils arrivent, comme ils ne vont donc jamais à la source, les entrepreneurs, bien souvent de la diaspora, souffrent cruellement d'un manque d'information. Ce que je viens de dire là maintenant, beaucoup d'entrepreneurs, quand un Libanais vient, prenons des exemples concrets, moi j'aime bien un truc concret, quand un Libanais vient faire du business au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, qu'est-ce qu'il fait? Première des choses, il veut savoir quelles sont les mesures fiscales qui accompagnent l'investissement dans le pays. Parce qu'il sait que tous les pays au monde essayent d'attirer des investisseurs et donc mettent sur pied des mesures plus ou moins attirantes pour que les investisseurs viennent. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc aller se renseigner, il va prendre le temps de la procédure, ça peut durer 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, il va faire sa procédure. Une fois qu'il a fini de faire sa procédure, il va avoir les exonérations nécessaires pour pouvoir ramener du matériel au pays, lancer par exemple son projet agricole et ne pas devoir... Parce qu'en fait les accompagnements au Cameroun et ailleurs sont de 2 ordres. Avant le lancement du projet et après le lancement du projet. Même quand vous achetez un terrain au Cameroun, si c'est pour faire du business, vous êtes exempté de payer les droits d'imposition sur ce terrain-là. Mais les gens ne le savent pas. D'où la nécessité de se former. C'est crucial de se former. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent, ils prennent leur argent. Je vais juste finir cet exemple que vous comprenez bien, où on a un sérieux problème. Il vient donc, il prend son argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à dire, mais lui là il raconte, moi je suis là-bas, ça n'a pas marché. 97% des gens qui vont au pays et pour qui les business ne marchent pas ont fait des bêtises énormissimes. Je dis bien, ils ne sont même pas arrivés au stade opérationnel du business parce qu'ils ont fait énormément de bêtises qui les ont ruinés. Donc je termine. Le Libanais est venu, il a obtenu ses exonérations, il est en train de lancer son business. Le Camerounais de la diaspora vient. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient, comme lui, il sait comment ça doit se passer, il est chez lui, il va y créer son entreprise. Bon, maintenant, de vous à moi, est-ce que vous pouvez compétir avec un adversaire qui ne paye pas les droits de douane fiscale qui fait venir le marché, qui ne paye pas d'impôts pendant 10 ans, c'est sûr que non. Qui ne paye pas... Vous ne pouvez jamais compétir avec lui. C'est comme vous êtes surchargé, trop lourd, vous êtes trop lent.
Parce que en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Plus votre machine est lourde, moins elle va générer du cash. Or, plus vous êtes léger, plus vous allez générer du cash. Voilà pourquoi on a des mesures incitatives, pour que les entreprises puissent se lancer rapidement et être performantes. Donc, pour dire que il y a au niveau des entrepreneurs, des porteurs de projets, une ignorance criarde des mécanismes et de fiscalité et même de financement. Bon, que dites-vous à ceux qui disent que Bateau Africa c'est une utopie? J'ai failli dire quelque chose, mais bon. Mais vous pouvez, je pense que, venant à ça d'ailleurs, vous abordez parfois des sujets à thèmes terriblement dangereux, vous n'avez pas peur? De quoi? De certains sujets que vous abordez? Non, pas du tout. Moi, l'une des grandes chances que j'ai eues en vivant en France, oui, c'est que j'ai appris qu'il faut être libre de parler. Ok. Moi, je n'ai pas peur de parler. Et je sais que quand on grandit dans des cultures africaines, on est dans la peur de tout, malheureusement, qui crée une sorte de schizophrénie. Okay. Quand on a vécu et grandi en France, un pays dans lequel matin, midi, soir, on est libre de critiquer le président, de critiquer le ministre, d'exprimer son opinion, et qu'on a grandi, on a baigné dedans. Comme au Canada. Comme au Canada, certainement. Quoique ici au Canada, vous êtes très sensible sur des sujets liés notamment au wokisme. Par contre, ce sujet-là, on dirait qu'il y a du bâillonnage, personne ne parle. Mais en France, même ces sujets-là, on peut les critiquer. Mais pourquoi vous ne critiquez pas en France? Le wokisme aussi, c'est pas juste au Canada, en France aussi. Oui, bien sûr. Mais moi, je découvre avec effroi que quoi? Que le wokisme au Canada est beaucoup plus avancé qu'en France. Beaucoup plus. C'est-à-dire que quand je vois ce qui se fait déjà ici, peut-être que la France, je ne crois pas, c'est factuel, il y a des lois, il y a des textes, enfin, quand il y a des textes de droit, on est plutôt dans la croyance. Là, ce n'est plus la croyance. Ok, on va avancer pour terminer. Mais je ne dédouane pas la France, et ainsi de suite, pas du tout. Mais c'est fortement critiqué. Les gens qui ont des positions contraires en France critiquent fortement. Quand j'ai fait une vidéo sur le wokisme, j'ai fait des vidéos sur le wokisme en France, on m'a rien dit. Quand j'ai fait sur le Canada, on m'a dit attention Philippe, tu veux venir au Canada et tu es en train de parler du wokisme. Est-ce que ça vous a dérangé? Non, pas du tout. Si. Bon? Très intéressant. Oui. Comme vous me posez la question, oui. Pour l'événement que j'ai fait ici demain, oui. Tenez-vous tranquille, on a été appelé par la salle pour nous dire qu'ils ont reçu des signalements leur demandant d'annuler notre événement. Ok. Oh. D'annuler votre événement. Pourquoi? Parce que j'ai tenu des propos contre les transgenres, contre les homosexuels, patati, patata. Et pourtant, ça va se tenir? Ça va se tenir. Comment avez-vous fait? Parce qu'on discutait avec la directrice générale du lieu, qui fait preuve d'intelligence et de bon sens, et qui allait réécouter ce qu'on a dit et qui s'est bien rendu compte que les gens qui avaient apporté les accusations n'étaient pas tout à fait fondés. Mais voilà le Canada dans lequel on vit. Donc, pour terminer sur notre sujet, oui. Les gens qui disent Back to Africa utopie, c'est une utopie, oui. C'était ça la question, oui. La question, je dis toujours que la critique à aisée, l'art est difficile. Les gens qui disent généralement ce genre de choses n'ont rien accompli eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui a accompli quelque chose connaît la difficulté qu'il y a dans le fait de réaliser quelque chose. Et même si une œuvre est imparfaite, quelqu'un qui a déjà l'habitude d'accomplir des choses aura toujours un regard amélioratif plutôt qu'un regard purement critique. Et ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des gens qui ont ce genre de regard, ce sont des gens qui ont malheureusement, qui refoulent quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Je n'entends pas qu'ils m'aiment. Jean-Michel Cancan disait, on n'a pas à t'aimer, c'est pas ta femme. Je n'entends pas qu'ils m'aiment. Mais il y a beaucoup de gens qui ont une animosité qui n'est pas justifiée. Parce qu'à la fin de la journée, je pense que l'idéologie que l'on prône est noble. On veut tous voir nos pays se développer. Et donc, à partir de ce moment-là, si certains sont venus au Canada, c'est bien parce que ce qu'il y avait au Canada les intéressait. Les infrastructures, la santé, l'éducation. Mais ça aussi, on veut ça dans nos pays. Et c'est ce que je dis. Allons travailler pour que ces choses-là arrivent dans nos pays. Mais quand quelqu'un commence à dire que c'est une utopie, on se demande bien à quoi il joue alors. Alors, pour terminer, quel est votre grand message? Et puis, quel est votre grand message à ceux qui écoutent actuellement? Et d'ailleurs, Madame Iseline Gandao, qui est présidente de la Chambre de commerce à Gatineau, qui dit qu'elle aimerait vous challenger dans le fait que vous faites
rêvé et qu'elle a quand même beaucoup investi en Afrique et puis ça ne marche pas. Votre dernier message englobant celui-là. Deux choses. La première chose, c'est important de rêver. Okay. C'est parce qu'elle rêvait qu'elle est venue au Canada. Si vous ne rêvez pas, vous ne faites rien. Le rêve est important. On parle bien du rêve américain, du rêve canadien. Les gens viennent dans ces pays en rêvant d'accomplir des choses. Le rêve, ça porte les gens. La deuxième chose, c'est que quand on échoue, comme cette dame, de ce que vous venez de me dire, on doit se remettre en question. Parce que dans le même pays où cette dame a échoué, d'autres réussissent. Donc, soit on a le choix. Soit on considère que le système est contre nous, soit on considère quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Moi, je suis de l'école de ceux qui pensent que quand on n'a pas réussi quelque chose, que d'autres réussissent, il faut se poser la question de qu'est-ce que les autres ont compris que je ne comprends pas. Ma grand-mère disait souvent que quand tu es dans un bateau dans lequel tout le monde danse sur le pied gauche, danse sur le pied gauche. Ne viens pas leur dire que nous, on danse sur le pied droit, vous ne savez pas danser, vous devez porter le pantalon. Parce que malheureusement, c'est souvent ce genre de discours que la diaspora tient. Quand elle vient faire du business, elle vient aussi faire de la politique. Elle vient en Afrique pour expliquer aux Africains qu'ils ne savent rien, ils ne savent pas comment les choses marchent. Et moi, de la diaspora, je vais vous montrer comment on fait. À ce moment-là, le pays te montre donc que tu crois que c'est toi qui sais. Tu ne sais rien. Tu verras donc qui c'est. Et si monsieur Philippe Simon était un animal, il serait quoi? Oh, je ne sais pas. Bonne question. Ouais. Bonne question. Si j'étais un animal, c'est facile de dire le lion, parce qu'il a beaucoup de caractéristiques que les gens aiment bien. Honnêtement, pour le coup, vous ne pouvez rien dire. Je ne sais pas. Si vous étiez un repas. Si j'étais un repas, un bon poisson brisé. Un bon poisson brisé. Alors pour terminer, je suis porte-parole des RIMAD, rencontre économique et écologique qui va se passer ici entre le Canada et l'Afrique, qui va se passer en mai, le 29 et le 30 mai 2025, et on aimerait inviter M. Philippe Simon. Qu'est-ce que vous pensez de la situation des changements climatiques actuellement? Je pense que c'est un enjeu majeur, mais c'est un enjeu qui est très loin de nos défis en Afrique. Okay. Et je pense qu'il faut que les Africains fassent très attention de ne pas faire des agendas des autres leur agenda. Nous, on veut manger. Les autres veulent sauver la planète. Nous, on veut d'abord manger. On en est encore à ça. On en est encore à ça. D'autres veulent aller sur la Lune, d'autres veulent aller sur Mars. Ce ne sont pas nos problèmes. Nous, on veut manger. Quelqu'un qui a faim ne se préoccupe pas de savoir que le plastique ne se recycle pas. Parce qu'il a un niveau de problématique qui font que ce confort-là ne l'intéresse pas. On dit que la planète va, à cette allure-là, être détruite dans combien d'années? Moi qui ne mange pas, je ne serai même pas là demain. Ça, c'est ça. Donc moi, je pense que s'il est vrai qu'on doit avoir une autre manière de travailler, je suis totalement d'accord avec ça, une autre manière de travailler, une autre manière de se développer, il est tout aussi vrai que les problèmes urgents que le continent africain a, on doit les adresser parce que ce sont des problèmes sur des besoins primaires, manger, se soigner, s'éduquer, être autosuffisant. C'est prioritaire. Maintenant, on peut le faire, je suis d'accord, différemment, avec tout ce que l'on a aujourd'hui comme élément d'écologie. Mais je ne blâmerai jamais un pays qui est en train d'essayer de manger quand d'autres qui ont fini de manger lui disent... Qu'est-ce que vous pensez des télévisions sur le web qui font du travail ardu pour pouvoir porter le message, pour pouvoir aussi bien sûr apporter ce que les médias traditionnels n'apportent pas pour le moment? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et quelles sont vos recommandations à ces chaînes-là pour rester compétitifs? Et vous, est-ce que vous êtes ouvert à pouvoir avoir bien sûr un partenariat avec ces chaînes-là pour pouvoir éventuellement rendre une portée plus grande et bien sûr, vu que vous n'êtes pas basé au Canada, une portée de vos actions au Canada? Je suis, pour répondre dans l'ordre des questions, je ne peux être qu'en faveur des médias qui produisent du contenu intelligent. Parce qu'il y a malheureusement dans notre communauté beaucoup trop de contenu dont on peut se passer, beaucoup trop de contenu de distraction, donc je ne suis qu'en faveur de toute initiative qui a pour but d'apporter de l'information sérieuse, travaillée pour éduquer, comme ça peut être le cas au travers d'émissions comme celle-ci. Donc je ne peux que soutenir. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, les challenges que ces médias-là rencontrent pour moi, ça va être le professionnalisme
Parce que bien évidemment, quand on est dans le monde des médias, on sait que une bonne caméra, ça coûte une fortune. Un bon objectif, ça coûte une fortune. Rien ne coûte moins cher dans l'audiovisuel, rien. Un micro, bref, on se comprend. Donc il y a bien évidemment pour ces chaînes-là ce challenge-là. Mais ce que je dis, c'est quand tu décides d'aller entrer dans un game, tu dois d'abord dès le début savoir si tu as les reins solides ou pas. Pour tenir. Si tu n'as pas les reins solides, plutôt que de venir faire de l'à peu près, qui va salir notre image à tous, on va dire voilà les noirs toujours en train de faire n'importe quoi, n'entre pas dedans. Par contre, si tu sais que tu n'es pas obligé de tout avoir au début, mais tu sais que tu as une stratégie intéressante avec laquelle tu vas croître, le monde des médias reste un monde hyper intéressant. Donc un média, c'est un outil puissant, ça reste un instrument avec lequel on peut vraiment faire bouger les lignes. C'est pour ça que quand quelqu'un ouvre sa caméra pour raconter des bêtises sur Internet, je me dis quel dommage. Il aurait pu avoir un impact tellement plus grand, tellement plus sérieux, s'il s'y était pris différemment. Et donc moi, ça va être un défi de professionnalisme, mais aussi un défi de renouvellement. Moi, je pense que ma croissance sur les réseaux sociaux est aussi due au fait que j'ai toujours su me renouveler. Moi, ce que je constate dans beaucoup d'endroits, c'est que comme on a décidé qu'on allait faire, par exemple, une émission A, on va faire cette émission A même si elle ne marche pas. Il faut avoir l'humilité et la flexibilité de comprendre que je ne suis peut-être pas sur le bon axe et essayer d'autres choses. Quand on est un média en 2024, il faut essayer énormément de concepts. Quand je parle de concept, je parle de moyens d'apporter le message. Le message va être le même, mais la manière avec laquelle tu vas l'apporter, ça peut être au travers d'une interview, ça peut être au travers d'un micro-trottoir, il faut chercher les canaux qui vont parler à ton audience. Il faut avoir cette humilité et ce travail-là. Donc pour la partie partenariat, ma réponse va être peut-être moins appréciée parce que je tiens beaucoup à mon indépendance. Et j'estime que un média, c'est d'abord une vision. C'est une vision qui porte un média. Et il faudrait qu'il y ait une réelle alchimie qui fasse que notre vision qu'on porte coïncide avec une vision différente. Par contre, il n'est pas exclu que sur des éléments bien ponctuels, sur des thématiques bien ponctuelles, que l'on se retrouve, que l'on travaille ensemble, que l'on couvre ensemble un sujet, pourquoi pas. Quand je parlais tout à l'heure des médias, je parlais bien évidemment de Diaspo. C'est une bonne initiative, il faut persévérer, il faut travailler. Ce que vous faites là est très important. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut vous apporter un contenu pertinent, vous vous déplacez, c'est ce qu'il faut faire. On me passe tous par là, on continue de le faire. Avant d'arriver ici, j'étais voir quelqu'un à qui je faisais une interview. Donc c'est le propre du... Et il faut toujours garder et cette humilité-là et cette flamme-là. Le jour où vous allez vous dire « Oh non », ce sera le début de la fin. Demain, la grande rencontre pour la formation et le 30 novembre, on se retrouve au Maryland et après Next pour messieurs. Next, je rentre à la maison me reposer. La maison étant à Abidjan. À Abidjan. Ouais. En tout cas, vous direz bonjour à monsieur Mboua, mon homologue. J'espère vous revoir très très bientôt sur nos ondes et rentrez bien, prenez soin de vous. Merci beaucoup, vous aussi, beaucoup de courage, beaucoup de succès. Merci beaucoup.